Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 20 septembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le 16 septembre dernier, l'Alliance des États du Sahel AES a exactement un an d'existence. Elle a été créée, c'est un rappel, par les autorités de transition du Niger, du Mali et du Burkina Faso le 16 septembre 2023. Objectif, travailler ensemble et parler d'une même voix tout en mutualisant les efforts pour lutter contre les groupes armés opérant dans la zone de 3 frontières. Un an après, quel bilan faut-il tirer? Réaction de quelques acteurs dans cet élément. Et quand on attaque un membre de l'Alliance au cœur de la capitale, à l'aéroport, à Bamako, nous estimons qu'il y a encore des défis qui sont à relever, mais quand même, c'est des défis aussi naturellement auxquels on devrait s'attendre lorsqu'on décide de prendre ses responsabilités en main dans un contexte sécuritaire, mais aussi des crises géostratégiques. Nous savons que nous avons assez de ressources qui sont convoitées par des puissances. Nous savons que l'uranium aujourd'hui est devenu une ressource extrêmement importante, prisée par les puissances occidentales. Nous savons que nous regorgeons toutes ces richesses-là. Nous avons l'or, nous avons tout ce qui est convoité par les puissances impérialistes. Aujourd'hui, on peut nous imposer, et d'ailleurs c'est pourquoi nous sommes en train de vivre l'insécurité pendant 10 ans, parce que c'est une insécurité qui nous a été imposée, et nous allons continuer à faire face davantage à la crise sécuritaire, parce que nous avons décidé de prendre nos responsabilités en main. Donc les menaces sécuritaires, les manœuvres qu'on constate, qu'on voit, auxquelles on fait face depuis pratiquement un an et de façon récurrente, sont consubstantielles à l'engagement des États de de prendre leurs responsabilités en main. Donc je trouve que c'est vrai qu'il y a les défis, mais on doit avoir à côté du défi le courage de nous assumer comme nous avons voulu le faire un an après. Aujourd'hui, l'AES, nous avons presque les mêmes problèmes, nous avons presque les mêmes sources de départ de tout ce que nous sommes en train de vivre. Un an ne suffit pas pour avoir les idées et avoir ce qu'on attend. Mais pour le moment, les un an là, ce qu'on a attendu d'eux, on a vu la souveraineté alimentaire, énergétique, etc., etc. Le passeport de l'AES est déjà mis en service. Ça aussi, c'est une prouesse. La réduction du prix de santé, le CNSP a fait, c'est une prouesse. Aujourd'hui, nous ne faisons que réjouir, dire merci à ces 3 fils de l'Afrique parce qu'ils se sont sacrifiés. C'est au prix de leur vie qu'ils se sont donnés ce combat. Aujourd'hui, l'appel que j'ai lancé à nos 3 frères de ces 3 pays-là, de mettre tous nos sentiments, nos idées égoïstes à l'écart, venir les épauler. Car il s'agit de notre souveraineté et notre dignité. On nous a donné l'indépendance sur le papier depuis 60, mais c'est à partir de 2022 au Mali, au Burkina et à partir de 2023 au Niger que nous l'avons. Actuellement, nous avons déjà un an dans l'Alliance des États du Sahel, une organisation voulue et créée par nos chefs d'État, nos 3 chefs d'État, qui désormais ont un destin commun avec des peuples qui ont un destin commun. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, il y a une configuration, une organisation actée déjà le 6 juillet 2024 comme une confédération dans laquelle nous reconnaissons, dans laquelle nous sommes, où tous les défis seront portés. Déjà à l'entame de sa création, l'AES avait premier objectif, l'Alliance de l'Octavo avait pour objectif la sécurisation, la sécurité, le défi sécuritaire. Et ces défis aujourd'hui, vous le constatez dans nos frontières, il y a eu beaucoup d'acquis et beaucoup de choses sont en train d'être faites. Il y a déjà la force conjointe des états-majors de l'AES, des armées de l'AES qui est déjà créée et qui est opérationnelle. Donc pour nous, c'est déjà un point de gagné parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est la sécurisation de nos 3 frontières et de nos 3 États. Autre aspect de cette édition, la salle de réunion de l'hôtel Ténéré de Niamey a servi de cadre ce vendredi matin pour l'ouverture d'une table ronde multi-acteurs sur la prévention et la lutte contre la torture et les traitements cruels. C'était une initiative de l'association alternative Espace Citoyen en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le droit de l'homme. Le résumé avec Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou. Prévenir et lutter contre la torture,
peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant au Niger, c'est l'objectif affiché par la présente table ronde portée par l'association alternative Espace Citoyen. Initiée dans le cadre du projet Mobilisation des organisations de la société civile, cette table ronde qui regroupe plusieurs acteurs de la chaîne, dont des éléments de forces de défense et de sécurité, des magistrats et des acteurs sociaux, vise à apporter des réflexions sur la nécessité de tourner définitivement l'eau à ces traitements jugés rétrogrades. C'est vraiment dans le cadre d'un projet que l'association alternative Espace Citoyen a porté. C'est le projet dénommé Mobilisation des organisations de la société civile pour renforcer la prévention au Niger, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et l'Organisation mondiale contre la torture. Donc l'objectif vraiment de cette table ronde, c'est d'apporter notre contribution en vue de mieux prévenir vraiment la torture ici au Niger et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Voyez-vous, c'est pourquoi vous avez vu, nous avons invité beaucoup de régisseurs des maisons d'arrêt, notamment les régisseurs des maisons d'arrêt de Zender, de Tawa, d'Agadez, de Niamey, de Dosso. Et vous avez vu la PJ, la police judiciaire, tout ce qui est les différents commissariats de la ville de Niamey, n'est-ce pas? Et tous les autres corps que nous avons bien voulu. Donc notre objectif, c'est vraiment à l'issue de ces 2 jours pour qu'on comprenne très bien quel est le cadre juridique national et international même de la prévention de la torture. Parce que pour prévenir quelque chose, faudrait-il encore comprendre ce que c'est la torture elle-même et les autres traitements cruels, inhumains. C'est pourquoi nous avons invité un expert du Haut Commissariat qui va d'abord introduire sur quels sont les textes juridiques et quelles sont les conventions qui existent dans le domaine. L'initiative est plutôt bien perçue par les participants. Tous les acteurs réunis ici vont débattre sur la thématique la lutte contre la torture au Niger, ses réalités, ses forces et ses faiblesses. Donc ici, si vous avez constaté, il y a tous les acteurs qui interviennent sur la chaîne pénale, autrement de l'unité d'enquête jusqu'au stade de jugement en cas de violation de droits sur l'intégrité des personnes physiques. L'État du Niger a fait beaucoup d'efforts. Nous avons signé plusieurs conventions et accords dans le cadre de la lutte contre la torture. Et je crois que périodiquement, l'État du Niger présente ses rapports par rapport à la situation du phénomène de la torture au Niger. Et il est incontestablement vrai qu'il y a de l'évolution. Retenons enfin qu'à l'entame de la cérémonie, le secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen a dans son discours introductif salué l'intérêt qu'a accordé les différents acteurs à cette table ronde qui aura 2 jours durant à réfléchir sur des perspectives pouvant aboutir à l'abandon des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Lancement ce vendredi matin d'un nouveau système participatif de garantie SPG pour l'agriculture biologique au Niger. Un système qui a vu le jour grâce à l'appui financier de l'USAID, Chiga et FASVC. C'est le réseau national des chambres d'agriculture du Niger, RECA, qui a parrainé cette cérémonie dont je propose de suivre le résumé. Promouvoir l'agriculture biologique au Niger, c'est l'objectif visé à travers l'introduction d'un nouveau système participatif de garantie SPG pour l'agriculture. Un système pour mettre en confiance les producteurs, initié donc par le groupement d'intérêt économique GIE 3B Bio Bon Beau. En effet, le SPG qu'on va lancer en réalité, c'est un système participatif de garantie, c'est une sorte de certification qui va venir combler un vide dans un secteur où jusqu'à là on n'a pas d'initiative biologique. Donc c'est des praticiens, des producteurs qui se sont regroupés depuis des années, qui ont travaillé ensemble, qui ont cheminé ensemble, et par la grâce de Dieu, nos chemins se sont rencontrés avec ce même partenaire qui y croit et qui a accepté de nous accompagner, de nous prendre la main et de nous permettre d'arriver à mettre en place ce processus. Et cette journée marque vraiment le début de ce processus. Donc je vous demanderai
de nous aider à acclamer l'Eureka et Chiga pour cette initiative. Cette vision partagée, inscrite dans la durabilité et soutenue par le réseau national des chambres d'agriculture du Niger, RECA. Ce système met en avant la confiance, la transparence et l'inclusion, tout en garantissant aux consommateurs des produits de qualité. Le lancement du SPG marque une étape majeure pour notre agriculture. Ce système va permettre de valoriser nos produits locaux, soutenir nos producteurs et offrir aux consommateurs des produits certifiés et sains. C'est une opportunité unique pour renforcer l'agriculture biologique au Niger et positionner notre pays comme un acteur clé de ce domaine. Après l'aspect protocolaire, les participants ont visité les stands d'exposition des produits bio. Juste après cette visite, les responsables de GIE 3B ont rencontré les acteurs de la chaîne de production biologique du Niger, à savoir les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les exportateurs, les producteurs d'intrants et l'association des consommateurs. Des techniciens en matière de normes, des consultants qui vont appuyer en fait le processus de rédaction du draft du document du SPG. Parce que dans le document du SPG, nous allons définir un certain nombre de comportements et des normes qui vont permettre de pouvoir identifier un produit et de dire par exemple que ce produit est bio. L'objectif de cette rencontre, expliquer clairement le processus et les bien fondés de cette initiative. Rendons-nous à Dosso à présent, où le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire à Rotab Niger a procédé ce vendredi matin au lancement de l'appel à proposition du projet renforcement et accompagnement des OSC pour une gouvernance démocratique, inclusive et redevable au Niger. Un projet cofinancé par l'Union européenne et Oxfam, si vous plaît plutôt. Co-financé par l'Union européenne et Oxfam, ce lancement de l'appel à proposition du projet renforcement et accompagnement des organisations de la société civile pour une gouvernance inclusive et redevable, suivi de la mission d'information dans les 7 régions du Niger, à savoir Agadez, Dosso, Difa, Maradi, Tawa, Tillabéri, Zender et la ville de Niamey, vise à consolider la démocratie et la bonne gouvernance au Niger en renforçant les organisations de la société civile dans leur rôle d'acteurs du développement. Il s'agit pour les objectifs spécifiques de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de 50 organisations de la société civile présentes dans les 7 régions du Niger et dans la ville de Niamey. Dans son intervention, le représentant de Rotab a évoqué les 6 thématiques sur lesquelles repose ce projet. Ces thématiques sont importantes pour la refondation, puisque nous sommes dans un processus de refondation. On ne peut pas y avoir de souveraineté sans souveraineté alimentaire. On ne peut pas avoir de développement lorsqu'on n'implique pas la jeunesse et les femmes qui représentent plus de 60% de la composante nigérienne. Donc ce programme est une opportunité qui est donnée à la société civile de pouvoir soumettre des projets en vue de pouvoir bénéficier des financements. Le représentant du ministère de l'Intérieur a, dans un bref discours, lancé officiellement les travaux de ce projet. Le processus de renforcer et accompagner les OSS pour une gouvernance démocratique, inclusive et redevable au Niger est lancé. À travers des projections, les acteurs de la société civile et autres partenaires du ROTAB ont été bien édifiés sur les missions qui sont les leurs dans l'accomplissement et surtout dans l'exécution des objectifs à atteindre. Notre rubrique santé de ce journal porte aujourd'hui sur les probables causes du rhumatisme. Pour en savoir un peu plus, donc, je propose de suivre les explications du docteur Sissé Fanata Moussa, médecin-chef du service de rhumatologie de l'hôpital national de Niamey.
Les causes en tant que telles, on ne peut pas dire qu'il y a des causes qu'on évoque, mais dont dans certains cas la certitude n'est pas tout à fait posée. Il y a des facteurs aussi. Par exemple, quand on vient au niveau, on a parlé des causes dégénératives, par exemple, dans l'arthrose. Il n'y a pas une cause en tant que telle. L'âge est un facteur, le surpoids est un facteur. Des facteurs génétiques ont été émis. Donc, tout ça, il faut tenir compte de ça. Ça, c'est dans le cadre du dégénératif. Dans les cas des maladies auto-immunes, dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, il y a plusieurs facteurs dont on parle. Les facteurs génétiques, comme on peut le dire, il y a des facteurs environnementaux, il y a aussi les facteurs, si on peut, hormonaux. Par exemple, on avait dit que la polyarthrite rhumatoïde est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Par exemple, 4 à 5 femmes pour un homme. Donc là, c'est surtout les facteurs hormonaux, notamment l'œstrogène, qui est évoqué dans ces cas-là. Il y a certains types de bactéries qui sont aussi évoquées comme cause, mais dont jusqu'à présent la cause exacte n'a pas été déterminée. Il y a des sujets qui sont prédisposés à développer cette pathologie. Donc c'est un peu ça qu'il faut voir. Mais des facteurs sont là qui peuvent influencer l'installation, mais tout en sachant que dans ces genres de cas, le rhumatisme inflammatoire chronique, le côté génétique est là, c'est sur un terrain prédisposé généralement que ça survient. C'était là donc les explications de notre spécialiste de la rhumatologie, Dr Sissé Fanata Moussa, sur les probables causes du rhumatisme. Rentrée académique ce vendredi 20 septembre 2024 à l'École supérieure de communication électronique et de la poste sous le haut patronage du ministre de la tutelle. Cette école de renommée sous-régionale dirigée par un dynamique directeur général met ainsi le bouchon double donc pour permettre une formation digne de ce nom à ses élèves et étudiants. Suivez plutôt le résumé avec Adam Soumana. Cette cérémonie solennelle marque la rentrée académique 2024-2025 à l'École supérieure de la communication électronique de la Poste après quelques mois de vacances. Une cérémonie qui a enregistré, outre la présence des étudiants, celle des partenaires et responsables de l'école, des invités de marque, le gouverneur de la région de Niamey ainsi que le ministre de tutelle. À cette occasion, prenant la parole les premiers, les étudiants par la voix d'un de leurs ont émis des doléances pour la bonne marche de leur encadrement académique. Tout d'abord, nous sollicitons l'accompagnement du centre incubateur. Ces centres qui représentent un outil stratégique pour l'innovation et le développement des projets entrepreneuriaux méritent des améliorations pour devenir pleinement opérationnels et mieux répondre aux attentes des étudiants qui aspirent à entreprendre. Ensuite, nous insistons sur l'urgence de la construction de nouvelles salles de cours. La population extendue de l'ESSEP Niger s'accroît d'année en année et il est indispensable de disposer d'infrastructures suffisantes et modernes pour assurer des conditions d'études optimales. Pour sa part, le premier responsable de cette école de référence qui se veut sous-régionale a tenu à présenter son établissement et les opportunités qu'il offre aux élèves et étudiants. L'École supérieure de communication électronique et de la Poste assure le programme de formation conduisant au diplôme ci-après. Diplôme de technicien supérieur, option technique, télécom et option technico-commerciale. Diplôme de licence professionnelle dans différentes spécialités des télécommunications, informatique et management de l'économie numérique. Diplôme de master professionnel dans les spécialités du management, des télécommunications, du marketing digital, des réseaux et services télécoms, des réseaux de données et sécurité, ainsi que du master en génie logiciel.
diplôme d'ingénieur en génie télécom et génie informatique, diplôme de master professionnel en cybersécurité, cloud computing, big data, intelligence artificielle, télécom et énergie renouvelable. Et enfin, des diplômes dans le secteur des postes et services financiers. Aussi, l'ESSEP Niger, sous l'impulsion du ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, a ouvert de nouveaux programmes de formation tels que dans les filières suivantes: automatisme robotique et géomatique, ainsi que dans les cycles de formation du niveau moyen en 3 spécialisations: informatique de gestion, maintenance informatique et réseau télécom. Le ministre de tutelle, tout en souhaitant une bonne rentrée académique aux étudiants et leurs encadreurs, n'a pas manqué de souligner l'objectif assigné à cette prestigieuse école. Notre objectif est clair, faire de notre pays un hub numérique régional en misant sur le capital humain, nos jeunes, et leur offrir des conditions favorables pour réussir et développer notre pays. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'école supérieure de communication électronique et de la Poste, nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir du travail accompli dans cette école, qui ne cesse de s'affirmer dans la formation des cadres dans le domaine de communication de l'économie numérique et de la Poste. C'est le lieu de féliciter l'ensemble du personnel de cette école pour son engagement de faire de cet établissement un point d'excellence dans les domaines précis. S'en est suivi une visite guidée des salles d'apprentissage de l'ESSEP, visite au cours de laquelle les invités, avec à leur tête le ministre de la Communication et de l'économie numérique, ont eu droit à d'amples explications sur le fonctionnement de cet établissement. Bonne rentrée donc aux élèves et étudiants de cette école. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.